Merci pour l'introduction. Je remercie la Société tunisienne de pneumologie, Madame la Présidente, les modérateurs et la compagnie de Novartis de m'avoir invité. Mes slides sont en anglais, mais je vais parler en français. Je vais commencer par présenter des cas pratiques pour l'indication de l'omalizumab. On va commencer par une femme qui a 45 ans, qui n'est pas tabagique et qui a un environnement assez sain, sans animaux domestiques et sans pollution, mais qui a quand même une histoire allergique assez riche. Elle a une famille qui est allergique. Elle a elle-même une rhinoconjonctivite et une dermatite atopique depuis son enfance. Elle a une histoire de polypose pour lesquelles elle a eu une chirurgie. Elle est allergique à l'aspirine. Elle a eu un asthme avec des sibilants à l'âge de 4 ans qui est devenu très sévère, et depuis quelques années, elle présente beaucoup d'exacerbations nécessitant beaucoup de corticothérapie malgré l'utilisation d'une dose maximale de cortico inhalé avec du LABA. Ça, c'est brièvement une fonction pulmonaire où on a donc un VMS ou FEV1 de 1700, 75%, et qui s'est amélioré après la prise de bronchodilatateurs. Elle n'a pas d'excès d'éosinophile à la formule numération. Elle a une radio et scan normaux. Elle a un reflux qui a été traité, et par le test d'allergie, elle était allergique aux graminées, aux chats et aux acariens. Donc souvent, ces malades sont polysensibilisés. Donc bien sûr, on a vu avec le professeur Hamzaoui l'évaluation d'un contrôle de l'asthme qui est très important pour définir un asthme sévère, mais aussi le contrôle ou asthma contrôle. Donc les critères de sévérité aussi, on les a vus, mais c'est surtout les fréquentes exacerbations qui sont essentielles, mais aussi les symptômes quotidiens. Donc ça, c'est sa VEMS qu'on a vu. Ce qui est très important, c'est qu'il faut faire attention à l'accumulation de l'utilisation de corticothérapie. C'est vrai que ces patients utilisent la cortisone pendant de courtes durées, mais si on fait le compte, par exemple, chez cette patiente qui a pris plusieurs courses de corticothérapie, on va voir que au fait, l'accumulation est très importante, et c'est ce que le professeur Hamzaoui a présenté avec toutes les complications possibles de la corticothérapie. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de malades qui utilisent de la corticothérapie à long cours pour un asthme sévère, pensant que même une petite dose, c'est pas grave, mais effectivement, ça peut être très grave. Donc, il faut toujours penser à diminuer la corticothérapie, à faire un contrôle de l'environnement, et l'éducation a été déjà discutée. Donc, cette malade, après quelques mois, on a pu diminuer sa corticothérapie et on a commencé à lui donner l'omalizumab. Donc, quels sont les critères pour lui donner l'omalizumab? L'omalizumab est donné chez une patiente asthmatique sévère, exacerbation fréquente, et donc qui est non contrôlée malgré un traitement maximal, qui a une allergie, comme ici aux acariens. Son IgE total est de 581 et son poids est essentiel à mesurer pour le calcul de la dose d'omalizumab est de 66 kg. Donc, chez cette malade, et je vais vous montrer la charte de dose, comment on donne, elle a reçu 350 mg chaque 2 semaines, et vous voyez son asthma control test est devenu élevé à 20, et elle a eu même une amélioration de son VEMS avec pas d'exacerbation, et on a pu arrêter la corticothérapie. Donc l'IgE, bien sûr, l'immunoglobuline E est essentielle dans l'allergie. Vous voyez donc ces différentes
composantes, mais c'est surtout ce site qui est le FC, le FC étant le récepteur FC epsilon pour IgE, le R c'est le récepteur 1, c'est le High Affinity Receptor. C'est là où le anti-IgE va se lier pour pouvoir donc agir, et je vais vous montrer un peu le mécanisme d'action. Au fait, il n'y a pas de réaction allergique, pas d'activation de mastocytes ou de basophiles sans la liaison d'IgE, et c'est encore plus complexe parce que on a besoin de ce qu'on appelle le cross-linking. On a besoin de deux IgE qui vont se lier à un allergène et donc entraîner la dégranulation des mastocytes. Et ça, c'est un anticorps qu'on appelle activant, comme par exemple dans la maladie de la thyroïde, ce n'est pas un anticorps bloquant, c'est un anticorps activant. Les récepteurs à haute affinité sur les mastocytes sont fonction du taux d'IgE. Plus on a de IgE et plus on a externalisation des récepteurs. Moins de IgE, ou si je bloque le IgE, je vais avoir une internalisation des récepteurs et donc il n'y a plus d'activation des mastocytes. L'activation des mastocytes dans la réaction allergique va entraîner une phase précoce avec l'histamine, mais aussi une phase tardive qui est responsable de l'inflammation cellulaire. Donc, l'anti-IgE, qu'est-ce qu'il va faire? L'omalizumab, il va se lier au récepteur, à l'IgE, ici, à ce site. Et donc, comme j'ai dit, il va empêcher ce IgE de se lier au mastocyte. Donc, on va avoir une internalisation des récepteurs et on n'a plus une inflammation, on n'a plus activation des mastocytes. Donc ça, c'est le cross-linking dont je vous ai parlé. Bien sûr, asthme et rhinite allergique sont liés, très liés. On a les allergènes outdoor, donc externes, surtout au niveau du pollen et des moisissures. On a les indoor, surtout les acariens, mais aussi on a les animaux domestiques, surtout chats et chiens, qui sont à la mode au moins chez nous. Et on a bien sûr l'allergie à l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Au Liban, on a fait plusieurs études qui ont montré qu'on a bien sûr les acariens, mais on a d'autres pollens. Ce qui est sûr, c'est que la majorité des malades sont polysensibilisés et pas monosensibilisés. Le traitement de l'asthme a passé par plusieurs périodes et bien sûr nous sommes à une période qui est très fascinante parce que de plus en plus on a des anticorps monoclonaux qui sortent pour effectivement avoir une thérapie personnalisée, c'est la personalized medicine ou target medicine. Bien sûr, dans l'asthme, les guidelines sont très clairs. Il y a le GINA Guidelines qu'on peut suivre, on peut suivre d'autres guidelines, mais c'est important pour nous, quand on voit un malade, de le classifier et de pouvoir dire quel traitement pour quelle classe. Et bien sûr, dans le Step 5 ou Moderate to Severe Asthma, on a l'anti-IgE. Il a une catégorie A, bien sûr, les LAMA aussi ont une catégorie A, mais je vous rappelle que la corticothérapie n'a pas d'evidence-based proof, mais bien sûr, on ne va pas prendre un placebo. Si le malade est en exacerbation, on va lui donner de la cortisone, mais l'omalizumab dans le Step 5 était le premier à avoir une catégorie d'évidence A. Je passe à un autre cas qui est un cas typique de usage ou de besoin d'omalizumab. C'est un homme de 35 ans qui a une histoire d'asthme qui date de 15 ans et qui a eu 2 visites aux urgences pendant l'année précédente pour l'évaluation. Il a donc de l'asthme sévère, il a les symptômes nocturnes. Déjà, quand on a plus que 2 fois ou 3 fois de symptômes nocturnes, on est passé au step 4 ou step 5. Il est sous cortico-inhalé à forte dose et un long-acting bronchodilator. Bien sûr, le montelukast aussi a un rôle, mais quand on parle de optimal thérapie, on est déjà sous ICS LABA, on est déjà sous montelukast et on est déjà peut-être sous LAMA, mais quand même le malade a toujours des exacerbations. Malheureusement, dans mon pays, je ne sais pas dans le vôtre, on donne jusqu'à maintenant des injections intramusculaires, surtout en médecine générale.
et sans oublier tous les effets secondaires des corticos intramusculaires, mais celui-ci aussi, il a de la cortisone à la maison, donc chaque fois qu'il a une dyspnée, il y a une automédication et il prend la cortisone. Donc, comme je dis, il a des symptômes nocturnes, mais aussi pendant le jour. Et malheureusement, quelqu'un lui a donné l'hydroxyzine en pensant que s'il s'endort, il n'a pas d'exacerbation. On a fait un test cutané qui a montré une polysensibilisation aux acariens, moisissures et au pollen. Son IgE était de 215 et donc il a été référé pour voir un autre avis. À l'examen, c'est très essentiel d'examiner le nez pour voir si on a une muqueuse œdémacée qui est signe de rhinite allergique. Bien sûr, ce malade, il avait aussi des sibilants et il était un peu utilisant ses muscles accessoires, donc il n'était pas bien du tout. Quelqu'un lui avait fait un scan pulmonaire qui était normal. Son poids était de 68 et sa spirométrie, très essentielle à voir la réversibilité et aussi c'était donc moins que 80% avec un DLCO normal. Donc selon le chart de dose, on a commencé l'omalizumab à 300 mg par mois. Il s'est amélioré à partir du 4e mois. Le 3e mois, il a eu une visite aux urgences, mais il a été traité sans corticothérapie, seulement avec un nebulizer et du budesonide. Il n'a pas eu besoin de cortico et on a même réduit ses corticos inhalés. Et après 1 an, on a arrêté et je vous laisse en suspense pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand on parle d'asthme sévère, une grande proportion sont allergiques. Il faut toujours penser, quand on a un asthme sévère non contrôlé, il faut penser à l'allergie et surtout une sensibilisation à plus qu'un allergène. Plus on est sensibilisé et plus on a tendance à avoir un asthme sévère. Donc, comment agit l'omalizumab? Comme on a vu, l'omalizumab, il va agir sur les mastocytes, bien sûr, mais il agit aussi sur les éosinophiles et sur les basophiles, T+ et les B-lymphocytes, mais aussi il va agir sur l'interleukine 4 et je vais vous montrer. Donc c'est vraiment, il a un rôle essentiel parce que l'IgE a un rôle essentiel dans l'inflammation allergique et donc ce anti-IgE, il va diminuer tous ces médiateurs, le nitric oxide, il va même diminuer la réponse aux tests cutanés ou par les IgE spécifiques aux allergènes spécifiques et va internaliser les récepteurs au niveau des mastocytes. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que effectivement les gens qui sont sous omalizumab, et ça c'est des real life studies, on a eu une réduction assez importante de corticothérapie et même beaucoup d'entre eux ont arrêté complètement la corticothérapie. Une autre étude aussi de Life Study qui a montré une réduction de 39% de la corticothérapie. Je vous rappelle par exemple les études pour le Montelukast, c'était 28 à 32%, donc 39% déjà c'est un nombre très bien pour l'utilisation de ce produit. Donc, la réponse au traitement en pratique a besoin de temps pour être identifiée. Donc, il faut attendre au moins 16 semaines, c'est-à-dire 4 mois de traitement, avant de dire si le malade a répondu ou n'a pas répondu. Et donc, les malades doivent recevoir un traitement pour 4 mois avant d'arrêter le omalizumab. Parce que il faut savoir aussi que quand on arrête l'omalizumab, l'IgE va retourner à la normale et même le nombre de récepteurs va être externalisé et je vais vous montrer quelques études à ce propos. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'arrête l'omalizumab? Je reviens à notre cher patient chez qui on a arrêté l'omalizumab après 1 an. Et donc 2 mois, malheureusement on avait arrêté l'omalizumab en hiver et donc tous les exacerbations après une grippe, etc. Et donc 2 mois après avoir arrêté l'omalizumab, il s'est retrouvé aux urgences et il a eu besoin de corticothérapie. Et donc on a repris
l'omalizumab pour une autre année et il va très bien maintenant sous omalizumab. Donc, en pratique, si vous interrompez le traitement et c'est un intervalle de 10 mois à peu près, on n'a pas à redoser l'IgE, on peut reprendre de la dose qu'on a déjà commencée, mais la seule raison de changer la dose, c'est ou bien une interruption du traitement de plus que 10 mois, ou bien un changement radical de plus de 10% du poids du malade. Donc, qu'est-ce qui se passe si on arrête ce traitement? Effectivement, si on arrête ce traitement, on va avoir une reprise des symptômes parce que, effectivement, le taux d'IgE qui était bas quand on a donné l'anti-IgE, il va augmenter de nouveau. Ça, ce sont des études qui montrent à long terme l'utilisation de l'omalizumab. Plus on l'utilise et moins de rechutes on a appelé. Par exemple, dans cette étude où on a utilisé l'omalizumab pendant 6 ans, on a vu que même après avoir arrêté de 1 an, on a eu quand même une bonne proportion, 100% qui n'ont plus eu de night symptoms, 70% pas besoin d'aérosol à courte durée et 67% qui ont eu une condition qui est restée. Et donc seulement un petit pourcentage a repris les symptômes, juste pour vous dire que plus on utilise le traitement et moins on a de rechutes. Et ceci aussi, c'est un contrôle 3 ans après avoir arrêté l'omalizumab, mais c'était vraiment une durée longue durée de 6 ans. Et donc, on a vu que l'amélioration ou l'improvement ou unchange sont restés les mêmes et l'aggravation était la même si on avait utilisé ou pas dans un petit pourcentage de patients. Donc, effectivement, l'omalizumab, il va travailler à plusieurs sites. Il va travailler sur l'inflammation allergique, sur la liaison des allergènes et donc entraînant moins d'exacerbation. En real life, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que notre but, c'est d'arrêter l'utilisation des corticothérapies. C'est vrai que c'est de réduire l'utilisation des urgences, les exacerbations, mais il ne faut pas seulement penser à ça, il faut aussi penser à la qualité de vie qui peut être trop affectée dans le cas de l'asthme sévère. Et donc, ceci est important dans l'évaluation de l'efficacité de ce traitement. Et bien sûr, les symptômes, il ne faut pas oublier les symptômes. Et on a vu dans cette étude, le Innovate, qui est une des premières études qui a confirmé l'utilisation ou le bénéfice de l'omalizumab, qu'on a une réduction importante des exacerbations et surtout des exacerbations sévères, c'est-à-dire nécessitant une admission aux soins intensifs ou d'autres traitements très agressifs pour l'asthme sévère. Et donc, la réduction des exacerbations est indépendante de la dose de corticothérapie, que ce soit dans le cas où le malade était sous cortico pour une longue durée ou que ce soit chez un malade qui est en train d'avoir un sevrage de corticothérapie. Les visites aux urgences, c'est au fait un marqueur d'exacerbation et aussi cette étude montre qu'on a eu une réduction importante des visites aux urgences, même des visites chez le médecin sans rendez-vous, de l'hospitalisation et de toutes les visites aux urgences. Je passe à mon troisième cas, qui est une femme de 50 ans avec une histoire d'asthme diagnostiquée depuis 12 ans. Donc, comme vous voyez, d'habitude, ces malades sévères arrivent chez le spécialiste un peu tardivement, malheureusement, et ceci est un problème, je pense, international, universel. Elle était tabagique, elle a arrêté il y a 25 ans, elle a une histoire d'allergie, éternuement, raninose, congestion nasale, pas d'autres problèmes médicaux sauf une obésité qui est probablement due à l'utilisation répétée de corticothérapie. Elle vit avec son mari, mais elle travaille avec lui aussi et récemment, elle se sent vraiment frustrée parce qu'elle ne peut plus voyager ni être vraiment efficace dans le travail avec son mari. Elle est sous ICS LAMA
cortico-inhalée, elle est sous antihypertension, statine, et malheureusement, elle avait reçu de la cortico par intramusculaire un mois avant de venir à la visite. Elle est connue allergique au quinolone. Elle a une radio normale, une spirométrie qui montre une obstruction assez sévère. Cette femme, elle a une hyperéosinophilie, un IgE à 100 et des IgE spécifiques au cupressacé. Donc, on a augmenté son ICS à maximum dose, on a ajouté montelukast et bien sûr la compliance, je ne vais pas en parler parce que ça a été discuté, mais ça c'est essentiel bien sûr dans le traitement. Après 2 semaines, son mari appelle à 6 heures du matin parce qu'elle fait une exacerbation très sévère. Elle est amenée par l'ambulance aux urgences avec une hypoxie très importante. On a failli l'intuber, mais on a utilisé le BiPAP. Et donc, heureusement, elle s'est améliorée et on a décidé de commencer l'omalizumab chez elle. Le 3e mois d'omalizumab, elle a fait une pneumonie, mais on a continué parce que je suis aussi immunologue. Quand on a des infections à répétition, je dose les IgG, IgA, IgM. Et donc, la 4e dose d'omalizumab, ça c'est Real Life, donc elle ne l'a pas faite, mais on a continué. Et elle s'est améliorée et maintenant elle est sous omalizumab, elle voyage, elle va très bien et elle se sent vraiment très bien contrôlée. Donc comme j'ai dit, c'est bien la corticothérapie, les exacerbations, mais la qualité de vie est essentielle chez ces malades à contrôler l'activité, les émotions, symptômes et bien sûr tout ce qui est avec la qualité de vie. Donc, c'était les outcomes principaux, mais aussi il y a d'autres outcomes ou objectifs qu'on cherche après utilisation de l'omalizumab. Ceci, c'est bien sûr les symptômes nocturnes, les symptômes journaliers. La fonction pulmonaire, d'habitude, on peut ne pas la suivre, mais c'est un plus quand on a une amélioration de cette fonction pulmonaire et l'utilisation des bêta-2 à court terme. Maintenant, bien sûr, quand on arrête, on a reprise des symptômes et ceci est corrélé au taux de IgE libre qu'on ne peut pas doser que dans des laboratoires spécialisés. Bien sûr, quand on a un nouveau monoclonal ou anticorps monoclonal, on est tous inquiets, je ne sais pas pourquoi, bien que les rhumatologues utilisent les anticorps depuis longtemps, qui ont beaucoup plus d'effets secondaires, mais il y a eu beaucoup de publications à propos de la safety profile de ce produit. Et donc, bien sûr, chez ces malades d'asthme allergique, il n'y a pas un groupe ou une prédisposition à faire des effets secondaires. On peut en discuter dans les questions. Et donc, la majorité des adverse events ou effets secondaires sont minimes à modérés et sont gérables et de courte durée. Donc, vraiment, où utiliser l'omalizumab? Bien sûr, il a été utilisé et efficace dans l'asthme sévère pour diminuer le coût total de la santé, parce que c'est important, bien que c'est un produit cher, à long terme, il réduit beaucoup d'utilisation du healthcare, diminuer la morbidité et la mortalité, et parce que vraiment, jusqu'à maintenant, on avait là-bas ICS et LAMA et pas autre chose. Il va diminuer donc dans cette population spéciale les visites des urgences, les exacerbations, hospitalisations et surtout améliorer la qualité de vie. Et je peux vous dire, ça fait peut-être maintenant 6 ans au moins que j'utilise l'omalizumab et c'est très bien toléré. Donc, c'est un add-on, on n'arrête pas le traitement. Pour arriver à l'omalizumab, c'est que le malade est déjà sous tout dans les guidelines. Ce n'est pas une substitution, c'est un add-on. Et donc, surtout pour les malades qui ne sont pas contrôlés. Je ne veux pas seulement les utiliser dans l'asthme sévère. Donc, ça, c'est pas seulement un vocabulaire différent parce qu'un asthme mal contrôlé, parce qu'on peut avoir un asthme sévère dans le sens de l'inflammation, mais le malade est contrôlé. C'est surtout le manque de contrôle qui est très important. Ça, c'est la table de dosage. Personne ne va mémoriser, mais ça dépend du poids
et du taux d'IgE comme vous voyez ici. Si j'ai plus que 300 mg, je vais doser chaque 2 semaines. Donc si par exemple j'ai 600 mg, je donne 300 chaque 2 semaines. Si j'ai 750 mg, je fais 2 injections et 2 semaines plus tard, je donne 3 injections à 3 sites différents. Ce médicament est approuvé même en pédiatrie et donc on a un tableau ou un dosing chart pour en pédiatrie qui est différent de celui des adultes, mais qui dépend toujours de l'IgE de base et du poids du malade. Donc, dans le type 2, parce que c'est ça l'essentiel, on ne va pas utiliser l'anti-IgE dans le type 1, bien qu'il y a quelques case reports, mais vous voyez que l'IgE est essentiel et il y a une interaction comme une loupe pour les autres interleukines, que ce soit interleukine 4 ou interleukine 5. Et donc dans l'inflammation chronique avec le remodelage et les exacerbations. Et bien sûr, la sensibilisation d'allergie est importante, essentielle dans ce profil de type 2 d'IgE. Je vais passer. Maintenant, vous savez qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux qui sont approuvés, les anti-IL4 récepteurs, les anti-IL5 et même en développement les anti-TSLP et anti-interleukine 33. Ce qui est essentiel et intéressant à propos des anti-IgE, c'est ce travail sur la early phase, donc la phase précoce, et la phase tardive de l'allergie, qui sont essentiels dans toute réaction allergique, l'IgE étant essentiel à l'inflammation dans le type 2 de l'allergie. Donc, effectivement, les guidelines incluent l'anti-IgE, bien sûr, ici. On utilise tous les maximum thérapies et puis on donne l'anti-IgE. Est-ce qu'il faut suivre l'IgE? Il ne faut jamais suivre l'IgE parce qu'il est déjà lié au anti-IgE. Donc, je peux doser les IgE libres que personne ne dose sauf dans des labos très spécialisés. Donc, effectivement, je ne fais pas de dosage d'IgE parce que celui-là, il peut augmenter parce qu'il est lié au anti-IgE. Je ne fais pas de prick test ou d'IgE spécifique, bien que cela peut diminuer après quelques mois ou une année après utilisation de l'omalizumab. Je termine par mon dernier cas qui a une histoire de rhinosinusites très sévère qui a été référé par son ORL parce qu'il a utilisé beaucoup d'antibiotiques et de corticos. Il est sous traitement maximal. Il est venu chez moi vraiment très mal. Il ne voulait plus aller aux urgences et donc on lui a donné la cortisone. On a augmenté sa dose de traitement médical et on a fait une évaluation et bien sûr on a commencé l'omalizumab. Et on a pu réduire ses hospitalisations, surtout qu'il a eu une psychose induite par la cortisone, qui est malheureusement aussi un effet secondaire qui peut survenir chez ces malades, et il va très bien maintenant sous omalizumab. La réponse persiste après l'utilisation d'omalizumab, donc la réponse aux inflammations. Ceci est une étude publiée en 2011 par Bousquet qui montre donc la persistance de la réponse après utilisation de l'omalizumab en plus de maximum thérapie et maintenance de la réduction d'exacerbation, des hospitalisations. Et donc, ça, c'est une étude de real management où on a une amélioration donc du VMS et des exacerbations et même comme on a dit, les admissions aux soins, hospitalisation et aux urgences. Donc, comme j'ai dit, c'est corrélé positivement avec le contrôle de l'asthme, ce qui est essentiel, et on peut suivre ceci par le Asthma Control Test. Je termine par une étude courte qu'on a faite au Liban pour voir, parce qu'il y a eu à un certain moment l'inquiétude que dans les pays sous-développés, on va avoir une augmentation des parasitoses parce que effectivement l'IgE, il y a un rôle important pour la protection contre les parasites. Et donc, on a utilisé cette étude chez 25 patients on a utilisé l'omalizumab pour l'asthme sévère, polypose nasale, dermatite atopique, un seul malade. Chez nous, c'est approuvé pour l'urticaire chronique.
Et donc, c'est ce qu'on a trouvé, au fait, chez ces malades, qu'on a eu un seul cas de parasitose, bien que au Liban, par exemple, la prévalence de parasitose est de 12,4%. Donc, c'était vraiment négligeable comme effet secondaire. Donc, en conclusion, j'ai essayé de vous montrer que l'omalizumab est effectif pour un asthme sévère non contrôlé, malgré un traitement maximal de l'asthme. Je pense qu'il faut collaborer dans la région, dans le MENA region et North Africa, parce que c'est important de présenter notre expérience et pas seulement d'importer l'expérience du monde européen ou américain. Et pour terminer, je vous invite à notre congrès qui est on va avoir le World Allergy Organization qui vont faire le congrès au Liban, à Beyrouth, en avril, et j'espère que vous pouvez nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Dr Irani, pour cette excellente présentation. Je crois qu'on va profiter de votre expérience dans l'utilisation de l'omalizumab pour poser plusieurs questions. Donc, je cède la parole à la salle. En fait, je voulais savoir si, dans votre expérience de real life, si parmi les... En fait, il est connu que parmi les facteurs prédictifs de bonne réponse, il y a l'éosinophilie sanguine de plus de 200 éléments et la fraction d'hémo exhalé. Est-ce que vous avez parmi vos répondeurs, est-ce que vraiment vous cherchez des facteurs prédictifs de réponse pour rationaliser au mieux votre prescription ou c'est surtout les recommandations? Oui. L'hyperéosinophilie n'est pas une condition pour utiliser l'omalizumab. C'est sûr que les gens allergiques et avec un IgE qui est élevé, qui répondent le mieux. Pour le nitric oxide, ce n'est pas non plus une condition, c'est bien, mais on le fait parfois. L'hyperéosinophilie, par contre, est un requis essentiel pour d'autres monoclonaux comme le anti-L5. Mais dans le cas de l'omalizumab, l'hyperéosinophilie ne conditionne pas du tout la réponse, surtout l'allergie, la preuve qu'il y a une allergie, et un IgE un peu élevé, parce que même dans l'urticaire, plus l'IgE est bas, la réponse n'est pas extraordinaire.